Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, la première de cette année. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année 2023. Je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, il s'agit du changement. Plus précisément, je voudrais parler d'un changement particulier qu'on appelle le changement identitaire ou le changement de type 2, parce que même s'il n'y a qu'une seule chose qui soit constante, c'est le changement, comme disait Bouddha, hein, malgré cela, il y a changement et changement. Il y a ce qu'on appelle les changements constants et habituels, qu'on appelle les changements de type 1, et les changements qu'on appelle des transitions de vie, changements de type 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy, qui est affiliée à la NLP University de Robert Dills. Et d'un autre côté, j'ai un cabinet de coaching et de supervision qui s'appelle Business and Soul. Alors si je vous parle aujourd'hui de changement identitaire, c'est parce que c'est quelque chose qui est en même temps pas fréquente et en même temps que je pense à peu près tout le monde vit au moins une fois dans sa vie, si pas plusieurs fois, mais c'est pas quelque chose qu'on vit toutes les années. D'ailleurs, un changement de type 2 dure assez longtemps, donc si vous en avez déjà vécu, vous vous en souviendrez. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Mais déjà, par exemple, tous les adolescents qui sont en crise vivent un changement de type 2. Ils passent du statut d'enfant au statut d'adulte, c'est donc précisément un changement identitaire. Après, on peut en vivre d'autres. On parle de crise de milieu de vie, par exemple, qu'avant on appelait la crise de la cinquantaine, puis de la quarantaine, et puis maintenant ça a plutôt tendance à être une crise de sens que beaucoup de trentenaires vivent actuellement. Donc ces crises, en fait, on parle vraiment de crises de changement profond, touchent profondément qui on est, le sens qu'on donne à sa vie, nos valeurs, nos choix, etc. Donc, si je devais résumer ça par rapport à un modèle dont je parle très souvent, qui sont les niveaux logiques, un changement type 1 va concerner le niveau, effectivement, de l'environnement, le comportement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et donc ça peut être, par exemple, un changement très important. Je peux changer de travail, de secteur, de pays, etc., et faire complètement autre chose, et pour autant rester la même personne, fondamentalement, alors qu'un changement de type 2 est un changement qui va toucher ma motivation, qui va toucher mes valeurs et mes croyances, qui va toucher le sens de qui je suis, donc mon identité, comment est-ce que je me définis, et surtout comment est-ce que je m'inscris dans le monde plus large, quel sens je veux donner à ma vie. Donc ces changements-là, qui sont des changements de type 2, en fait, on peut dire que ce sont des changements où on passe d'un équilibre et d'une homéostasie vers une autre homéostasie, vers un autre équilibre, passe par une crise qui peut d'ailleurs être assez longue et assez difficile à traverser. Bien sûr, on va à un moment retrouver un nouvel équilibre. Alors, je pense qu'il est important de savoir comment est-ce qu'on les reconnaît. Bon, la première chose, je vais dire, moi, en tant que coach, ce que je remarque, c'est que ça touche en général différents pans de sa vie, voire tous les pans de sa vie. Donc quand j'accompagne quelqu'un et qu'il m'explique qu'il est en crise et en changement professionnel, mais aussi la même chose dans son couple, dans sa vie personnelle, qu'il a plus, qu'il a plus de goût à voir ses amis, à faire les mêmes activités qu'il faisait avant, qu'il trouve plus de sens, etc. Hein, et que je vois que ça touche effectivement les différents pans de sa vie, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un changement de type 2. Même chose, je parlais de crise, mais en fait, on peut parler vraiment d'un passage à vide. Donc, c'est aussi une très grande caractéristique d'un changement de type 2, c'est le sentiment qu'on n'arrive plus à rebondir. Donc, le changement est constant et effectivement, on va avoir des désillusions, des pertes, etc. En général, on va avoir un deuil à faire, donc effectivement, la courbe du deuil, vous connaissez sans doute, hein. Et puis petit à petit, j'ai digéré ma perte et je rebondis. Mais dans un changement de type 2, effectivement, je fais mon deuil et tout, puis à un moment, je me retrouve là et j'arrive pas à rebondir, en fait. J'ai vraiment ce sentiment que je suis plus bon à rien, que je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime, voilà. Et ça peut être accompagné d'ailleurs d'une très grande apathie, voire d'un syndrome un petit peu dépressif. Donc ces changements-là, ils sont extrêmement difficiles à vivre pour la personne qui le vit, évidemment. Ils sont aussi très difficiles à vivre pour l'entourage proche, hein, et d'ailleurs on reproche souvent à notre entourage qui n'est pas tout à fait soutenant. Hein, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là, mais c'est aussi difficile à accompagner pour les professionnels de l'accompagnement qui ne comprennent pas toujours que la posture d'accompagnement doit être fondamentalement différente. Alors, je vais essayer de vous donner quelques clés qui vont permettre d'abord
pour soi, si vous êtes concerné, de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire. La première chose, c'est qu'il faut accepter que ça va prendre du temps. Un changement de type 2, c'est plutôt un changement qui va durer des mois, voire des années. Je dirais comme ça, dans mon expérience, de l'ordre de 2 ou 3 ans, c'est normal. Donc ça met vraiment du temps parce qu'il va y avoir toute une phase de déconstruction. Il y a d'ailleurs une très belle théorie de Otto Scharmer qui s'appelle la théorie U qui parle très bien de ça. Donc il y a une phase vraiment où je dois lâcher ce que j'aimais faire, lâcher mes certitudes, certaines de mes croyances, certaines de mes valeurs, lâcher beaucoup de choses. C'est comme si une pelure d'oignon. Et donc voilà, j'arrive pour finir au cœur de qui je suis, à l'os, on va dire ça comme ça. Et là, une fois que je suis en bas et que j'ai lâché tout ça, et maintenant quoi? Eh bien maintenant, il va falloir se réapprivoiser, il va falloir se reconstruire petit à petit, se redéfinir. Et ça prend aussi du temps, donc on va travailler beaucoup sur le ressenti, avec le corps, avec une dimension beaucoup plus profonde. Ce changement ne va pas se vivre ici, il va plus se vivre vraiment au niveau du cœur, au niveau des tripes. Donc ça veut dire qu'il faut se concentrer sur ce qui vous donne du plaisir et de l'énergie, même si ça ne sert à rien. Donc trouver des activités ressources, que ce soit de la poterie, de la couture, de la cuisine, des grandes promenades en forêt ou n'importe quoi, mais pas quelque chose de challengeant ou d'intensif. Ne pas chercher l'utilité, donc pas par exemple des cours de langue parce que ça va me servir, etc. Non, plutôt vraiment d'écouter son envie du moment. Ensuite, s'accompagner, s'entourer de gens qui vous font du bien, de gens qui croient en vous, de mentors, de gens qui inconditionnellement vont vous donner ce support en disant « mais je sais qu'un jour tu vas renaître, je sais que je crois en toi, en ton potentiel, quoi que tu fasses, tu es quelqu'un de bien ». Donc cet accompagnement vraiment de mentorat, de sponsorat, extrêmement important. Enfin, je vous conseille quand même de vous faire accompagner par des professionnels qui vont justement être plus extérieurs à votre système et donc vous aider vraiment à devenir vraiment qui vous êtes. Je pense que ça c'est aussi extrêmement aidant. Je prêche pour ma chapelle évidemment, mais malgré tout, je vois que souvent, l'entourage proche ne comprend pas ce qui se passe. Donc, prenez du temps pour vous, accordez-vous ce moment-là et faites-vous confiance qu'un jour, les choses vont se remettre en fait. Mais c'est pas quelque chose comme ça, tac, du jour au lendemain, après mes 2 semaines de vacances, je saurai qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. En tant que proche, c'est-à-dire en tant que conjoint, sœur, parent, n'importe, de quelqu'un qui vit un changement de type 2, c'est aussi compliqué. Donc ça veut dire que là, ce que vous pouvez faire, c'est surtout ne pas presser l'autre, ne pas le questionner en disant « et qu'est-ce que tu vas faire ? Et pourtant tu aimais ça, et pourquoi tu fais pas ça ?» etc. Mais plutôt vraiment lui accorder vraiment ce support à un niveau identitaire. Je crois en toi, je crois dans ton potentiel. Un peu comme un parent qui regarde son enfant en disant « waouh, il a tout en lui pour que quelque chose émerge de ça ». C'est comme si vous étiez en gestation d'une nouvelle version, mais quelqu'un qui va vraiment vous reconnaître et vous faire confiance, ça c'est certainement la plus belle posture que vous pouvez avoir. C'est effectivement difficile pour les proches parce qu'évidemment ça impacte probablement votre vie aussi, ça insécurise tout le système, ça perturbe effectivement tout le système et c'est vrai que ce système va devoir évoluer et changer. Peut-être que votre type de relation avec la personne doit changer aussi, donc voilà, c'est ce qu'on appelle un changement systémique. En tant que professionnel de l'accompagnement, c'est aussi vraiment très important et utile de savoir quelle posture avoir. Parce que la posture d'accompagnant dans un changement de type 2, eh bien, elle va varier au long des étapes du cycle. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo longue d'1 heure sur ICF Synergie où je parle de ça. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est assez technique et assez dense, mais j'explique vraiment quelle posture d'accompagnement avoir. Et puis, je vous rappelle quand même que je donne une formation de 5 jours sur les meilleurs outils pour l'accompagnement identitaire, les transitions de vie. Parce que c'est vraiment très spécifique, il y a une méthodologie à suivre, il y a des postures qui sont différentes, il y a des très très bons outils, mais il faut savoir quand les utiliser, à quel moment, parce que quand on utilise même des très bons outils trop tôt, on va avoir un effet totalement contre-productif.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura été éclairante pour vous. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de regarder la vidéo où je parle du cycle universel du changement qui traite aussi de ce sujet-là. J'ai aussi une vidéo qui parle du voyage du héros qui est une merveilleuse métaphore en fait d'un trajet de transformation avec aussi cette notion de sponsorat, de mentorat, cette notion de vraiment de quête et de quête de sens. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je parlerai justement des méthodologies pour se réinventer. Je vais parler de la stratégie Disney. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. À tout bientôt.